Donc, Soisy Cloenanf, je vous présente. Vous êtes médiatrice en histoire et en patrimoine. Vous êtes également enseignante à l'UBS à Lorient. Et puis, enfin, je vais peut-être dire tu. Et par ailleurs, tu mènes un travail sur la rade de Lorient dont tu vas peut-être juste pouvoir dire quelque chose parce que finalement, ce film avait un lien direct avec ton travail. Bonjour à vous. Je vais donner le contexte en effet qui est important à préciser parce que je n'ai pas travaillé spécifiquement sur le port de pêche. J'ai engagé il y a 3 ans un travail auprès de femmes qui travaillent au port de pêche. Et je vais autour de la rade de Lorient, pardon. Je vais préciser pourquoi, parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à y travailler sur le thème de la rade de Lorient, qui est le cœur de mon étude depuis 20 ans, j'avais rencontré certaines des femmes que l'on voit là, et c'était dans le cadre de l'université. Et je m'étais dit, il faut absolument que je revoie ces femmes que j'ai rencontrées au port de pêche, qui prenaient le bateau-bus tous les matins, qui faisaient l'aller-retour dans la nuit, le matin tôt, le soir tard. Et dans ma tête, il y avait cette idée de « oh là là, il faut que je reprenne ce travail-là un jour ». Et puis le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et puis 20 ans après, je me dis « ah tiens, il faudra peut-être que je m'y remette ». Et dans un contexte très différent, notamment via une autre activité que j'ai par ailleurs avec mes amis d'une compagnie de bateaux que je nommerai pas. Et je me dis, il faut absolument que je reprenne ce travail auprès des femmes du port de pêche, maintenant à la retraite, parce qu'aucune d'elles ne travaille plus, celle qu'on a pu croiser. Et je vais dévoiler tout de suite, parce qu'autant spoiler complètement dès à présent, même si je pensais le faire à la fin. En fait, je n'ai pas réussi à rencontrer ces femmes. J'en ai vu 5 et je suis allée à certains rendez-vous, et puis à certains rendez-vous, je n'avais personne. Les femmes ne sont pas venues. Elles, d'invisible à visible, elles ont voulu à nouveau devenir invisibles. Vous voyez, il y a ce passage dans le temps qui est très important à avoir en tête, parce que ces femmes m'ont dit, et je le comprenais parfaitement bien, donc c'était en 2020, 2021, 2022, c'est tout près là, des femmes qui ont 80, 85 ans, 90. L'une d'elles que j'ai rencontrée m'a quand même dit, vous savez, c'est quand même déjà passé dans les journaux plusieurs fois, alors ça ne sert à rien ce que vous faites en gros. Et puis les autres sont carrément pas venus en disant que de toute façon, aujourd'hui, 30 ans après, ça ne sert plus à rien. Bon, ça m'a quand même beaucoup questionnée. J'ai respecté évidemment leur position, et je me suis dit que je prenais le travail de travers, que ce n'est pas elles qu'il fallait que je rencontre, mais qu'il fallait que je rencontre les femmes qui travaillent aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai réalisé. J'ai rencontré 35 femmes qui ont entre 30 et 99 ans. Ce n'est pas une plaisanterie. Et qui a pris sa retraite à 94 ans. C'est Madame de la Sablière du château de Locguenolé, pour faire la présentation, qui a été la première que j'ai rencontrée, et qui me raconte d'une manière ou d'une autre le lien avec la rade. Mais j'ai quand même néanmoins rencontré 5 femmes qui ont travaillé au port et qui, elles, aujourd'hui, sont à la retraite. Et c'est dans ce contexte-là que Anna m'a sollicité pour intervenir ce soir. Voilà. Ouais, très bien pour le contexte. Justement, peut-être avant juste de te poser un certain nombre de questions sur leur situation, peut-être que tu peux me dire un mot sur une des dernières rencontres dont tu m'as parlé quand on avait préparé cette rencontre, sur l'une des personnes oui. Voilà, qui est partie. La première que j'ai rencontrée a été une rencontre que j'oublierai jamais. Je l'ai rencontrée en 2002. 2002 dans le pays de l'Orient, pour vous qui êtes, beaucoup d'entre vous êtes lorientais, parce que je repère certains d'entre vous, et qui donc connaissaient cette période très tendue. On le voit dans le film, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais il y a des périodes très tendues. Le port de guerre a fermé, la base de sous-marins a fermé, c'est environ 5000 emplois en moins pour l'Orient. Le port de pêche 2003, c'est à nouveau un basculement important. Donc on est dans une période de tension qui est très très forte. Et on m'avait demandé de faire un travail sur
sur la valorisation du patrimoine, parce que mon entrée étant le patrimoine maritime, et l'histoire vient bien sûr ensuite, mais c'est d'abord le patrimoine maritime, j'avais été surprise de voir à quel point ce plan d'eau était une séparation. Et je tourne toujours autour, je mène dessus, parce que je ne passe pas beaucoup de temps sur l'eau. Et qu'est-ce que c'est que cette rade ? Comment la rive gauche, la rive droite sont liées ? Et je rencontre une femme qui s'appelle Thérèse. Et Thérèse va être un fil rouge les 20 années qui vont suivre. Et j'ai eu la chance de la retrouver il y a quelques semaines. On s'est rencontrés à 3 reprises. Thérèse a été une grande cégétiste à l'époque de Sopromer, dans les années 70, qui est Thérèse Guillochon, que certains d'entre vous ont peut-être connue, et qui a en plus une position particulière, parce que c'est une religieuse qui va faire le choix d'être au plus près du monde actif. Et là, pour le coup, elle fera le choix, pas vraiment, mais elle travaillera chez Sopromer pendant 15 ans. Et j'en profite d'ailleurs pour d'abord lui rendre un hommage, parce que c'est une très belle rencontre en 2024 aussi, avec cette femme, qui est une cégétiste comme Léon Maouik, que certains ont peut-être reconnu dans le documentaire. Elles sont très proches. Et pour ce qui est de Thérèse, son engagement militant au sein de la CGT et du privé, là pour le coup, parce qu'elle était patrieuse de poissons, elle a dû quitter le port de pêche 15 ans plus tard parce qu'elle ne trouvait plus de travail. Hein. Donc elle était vraiment une personne qui n'avait pas plus sa place au port, parce qu'elle avait eu un tel engagement. Elle était une militante très en vue, qu'elle ne trouvait plus de boulot parce que plus personne voulait l'embaucher à la fin des années 80, c'est 86, 87, 88. Et elle travaillera ensuite à Quiberon, dans une conserverie à la Belle-Îloise. Non, c'est pas la Quiberonnaise, c'est la Belle-Îloise. Voilà pour Thérèse. Et en fonction des témoignages des 5 femmes que tu as rencontrées, qui avaient travaillé au port de pêche, est-ce que le film de Carole Rossopoulos fait écho de manière assez juste à des contextes dans lesquels elle-même peut-être t'avait décrit ou... Ouais. Alors oui, j'ai pris des notes parce que le sujet est très riche, et très dense, vraiment très très riche. Et même à partir des témoignages que j'ai pu recevoir des femmes en activité aujourd'hui, on y reviendra. La première chose, c'est une question que tu m'avais posée, Anna, aussi. Ce que j'avais pensé de ce documentaire, que je trouve important de souligner ici, c'est que c'est un vrai document patrimonial. Parce que le port de pêche que l'on connaît aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à celui que nous avons là sous les yeux. Puis il y a une deuxième raison qui m'est venue en voyant, parce que c'est la troisième fois que je le vois ce soir, c'est que le port de pêche va être restauré dans les temps à venir et qu'on va perdre une partie du bâti lui-même, qui est le bâti historique. Donc pour des raisons patrimoniales, à différents titres, ce documentaire est vraiment très, très, très précieux. Donc le film pour lui-même déjà est quelque chose d'important. La deuxième chose que j'aimerais souligner aussi, puis j'insiste beaucoup là-dessus, à Lorient, parce que le patrimoine à Lorient, il n'est pas simple. On n'est pas à Vannes, on n'est pas à Quimper, dans des villes anciennes, historiques, qui n'ont pas été détruites. Et ce que l'on peut remarquer auprès de ces femmes qu'on a dans ce documentaire, c'est qu'ils révèlent un patrimoine immatériel. Ce patrimoine immatériel, il passe par le travail notamment des filets, parce que c'est l'exception à Lorient. Et là, c'est un autre aspect de ce film qui est très important à souligner, et puis une reconnaissance que l'on peut avoir pour les femmes du savoir-faire, là, du coup. Du savoir-faire, ouais. Ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, qui n'est pas palpable, et qui est la façon qu'ont ces femmes, qui est une pratique qui vient des Minahouettes et qui va faire la notoriété encore aujourd'hui, hein, des femmes, des fileteuses du port. Voilà, déjà, ça c'est une chose. La deuxième chose, pour répondre à ta question, oui, le tout, l'ensemble. Elles me disent, les 5 que j'ai rencontrées, j'ai également eu accès à des enquêtes, des interviews qui ont été réalisées dans les années 2010, 2012. Et c'est vraiment ce qu'elles racontent, la dureté du travail, la pénibilité, le fait d'être debout tout le temps, le travail la nuit, la non-reconnaissance du statut, les luttes,
Les tensions aussi, ce qui n'apparaît pas dans ce documentaire, c'est les tensions avec les dockers. C'est pas si simple, le côté militant au port, et certainement pas dans les années 80, et elles sont pas toutes d'accord chez les trieuses, entre celle d'Épinasse et celle des chalutiers, pour obtenir la carte des dockers. D'ailleurs, celles des chalutiers, je crois, ne l'obtiendront pas, donc c'est pas si simple. Mais elles disent la dureté du travail, elles disent autre chose aussi qui est très important, que l'une d'elles explique à un moment donné. Elles disent la fierté qu'elles ont de leur travail. Et si vous les regardez bien, ça se voit. Parce qu'elles sont bien droites dans leurs bottes quand même. Elles sont bien droites dans leurs bottes, et celles que j'ai rencontrées, qui ont la plus jeune que j'ai vue à aujourd'hui 79 ans, la plus âgée, décédée il y a quelques mois, elle avait 93 ans, donc ce sont des femmes qui ont encore de l'allure, hein. Je vous assure qu'elles sont bien droites dans leurs bottes et elles sont trempées, au sens propre comme au sens figuré du reste. Et des femmes très engagées à défendre leurs droits. Et elles peuvent le faire aussi parce qu'elles sont nombreuses, parce que toutes seules, ça ne marche pas. Parce que j'ai un autre exemple d'une femme en activité au port de paix, à côté, qui fabrique des filets de chalut, un profil de femme remarquable. Elle a 60 ans. C'est l'une des dernières en France à avoir un tel savoir-faire de fabrication à la main de filets reconnu à l'échelle nationale. C'est un métier qui est inconnu. Vous posez la question du métier de lasseuse-gréeuse à un Lorientais, j'aimerais bien savoir combien, Lorientaise, qui d'entre nous, moi-même la première, avant de la rencontrer, c'est un métier qui m'était passé complètement à côté. Donc cette femme-là, elle a 40 années de métier, elle a un savoir-faire exceptionnel, elle a un SMIC amélioré. Justement, peut-être qu'on peut rebondir là-dessus. Comment ces femmes arrivent-elles finalement est-ce qu'on sait, on comprend à travers leurs propos qu'elles arrivent faute de mieux finalement, mais moi je suis étonnée qu'elles soient recrutées pour des travaux qui sont très physiques. Et donc ça, c'est la première bout de la question. Et la deuxième, c'est pourquoi n'ont-elles pas de statut? Parce que là, c'est vraiment très clair on sent vraiment cette revendication et le fait que pour les travailleuses de nuit, il y a la demande en partie du statut de docker. Alors, en fait, c'est un siècle d'histoire, peut-être même un peu plus, parce qu'on peut même remonter au 19e avec les conserveries de poissons, finalement, et puis parce qu'il y a le lien est évident, en tout cas pour la région. Ces femmes, elles n'ont pas de diplôme et elles ont la possibilité d'avoir un travail, et le travail qu'elles peuvent assurer, c'est soit dans les conserveries de poissons jusque dans les années 60 à Port-Louis, à Gavre, en particulier pour la rive gauche, et puis pour la rive droite aussi, du reste. Donc à la saison, elles vont aller aux conserves de sardines, dans les conserverie de sardines ou de thon, voire à Groix. Et puis, dans les années 60, les dernières conserveries fermes, en tout cas dans le pays de l'Orient, alors là, et partout, c'est Groix, c'est Port-Louis, et c'est également Gavre, à 2 ans, 3 ans près. Elles vont après, pourquoi pas, certaines d'entre elles, et mes origines sont Pluvigné à côté d'Auray, et pour avoir plus jeune entendu mes tantes déjà d'une part, et d'autres femmes du milieu rural, elles vont faire la saison à Belle-Île ou elles vont faire la saison à Quiberon. Et c'est pareil ici. Et dès lors que ça s'arrête, le grand pourvoyeur d'emploi, c'est le port de pêche pour ces femmes. Et les trieuses, ce qui ne transparaît pas dans ce documentaire, pourquoi est-ce que le métier des trieuses intéresse aussi beaucoup les femmes? C'est parce que c'est un travail de journalier. C'est là où elles n'ont pas de statut. Elles sont journalières, elles travaillent à la tâche d'une certaine manière. Elles travaillent quand elles sont sur les listes. Léon Mawick l'explique à un moment donné, c'est assez complexe comme montage, l'ancienneté prime. Et ces femmes, quand elles ont de l'ancienneté, elles ne vont pas forcément aller travailler 3 jours, 4 jours, c'est à peu près le rythme,
au port, et en particulier au mois de mai. Avril-mai, c'est ce que m'expliquait Thérèse, justement. Il y a des périodes de saison de pêche plus importantes que d'autres. Et elles peuvent, en fonction de leur état de santé, parce qu'elles disent la pénibilité du travail, donc en fonction de leur état de santé, mais aussi des enfants. Parce que ces femmes, ce qu'elles ne disent pas là non plus, c'est qu'elles laissent leurs enfants seuls chez eux. Et elles laissent des petits. Elles peuvent laisser des enfants qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui ne vont pas encore à l'école. Quand les enfants vont à l'école, c'est le cas de l'une d'elles, c'est le frère qui a 4 ans, 5 ans, qui se charge d'accompagner sa petite sœur, son petit frère à l'école. C'est un vrai stress. C'est une vraie inquiétude chez ces femmes qui n'ont pas... Alors, elles travaillent la nuit, c'est un autre avantage. C'est un avantage, pardon, c'est pas un autre, c'est un avantage. C'est que les enfants dorment. Et quand elles arrivent dans la journée, elles peuvent faire la 2e journée, ce que raconte l'une d'elles dans la maison. Parce qu'à cette période-là, le partage des tâches n'existe pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être pour prendre un peu de champ, moi j'avais envie de revenir un peu aussi sur Lorient comme port de pêche. Alors on en a discuté parce que moi une question que je me pose, et on va expliquer pourquoi c'est une question qui va rester en suspens. Je me suis demandé quel rôle a joué le travail des femmes dans le développement de la pêche en France, mais en Bretagne notamment, de la pêche côtière et surtout hauturière, en tout cas industrielle, parce qu'on voit bien que si les femmes n'étaient pas là pour récupérer le poisson, voilà, ça s'arrêterait là. Alors tu m'as justement, c'est une question sur le moment, tu m'as dit, il n'y a pas forcément de réponse, mais on peut en dire quelque chose de plus en réalité. Parce que finalement, ça rejoint la question de l'invisibilité des femmes. En tout cas, pour l'instant, leur rôle est toujours invisible dans le travail des historiens. Alors, sûrement que ça va changer, mais en tout cas, pour l'instant, je te laisse répondre là-dessus. Oui, je cherche mes notes, excusez-moi. Oui, ce que j'ai dit à Anna quand tu m'as posé la question, c'est que, en effet, ce travail-là du rôle des femmes au port de pêche n'a jamais été étudié. Donc chercher des réponses, c'est compliqué parce que sauf à mener l'enquête maintenant, je n'ai pas la réponse. Et je travaillais cet après-midi, je faisais encore quelques petites recherches pour avoir des données précises sur l'activité du port dans ces années 80, celle-ci, puis les années 70. Et je remarquais dans les derniers travaux qui ont été publiés dans les années 2010-2014, qui sont présents à l'accueil, eh bien, même la présence du mot femme est exceptionnelle. Je me suis dit tout à l'heure, mince, il faudrait que je regarde page à page comment ces femmes ont été perçues aussi par ces historiens dans les années 2010, parce que nous sommes en 2024 et en 2014, quand on publie ces ouvrages-là, la question de la place des femmes dans des métiers comme ça ne se pose pas. Je vais sortir du cadre, mais alors pour ceux qui me connaissent, c'est normal. Il y a 2 choses que ce documentaire raconte également. C'est que ces femmes, quand elles militent à la CGT, elles militent en tant qu'ouvrières du port de pêche. Elles ne militent pas en tant que femmes. Ça, c'est une donnée qui est importante à avoir en tête. Elles vont tenter de... L'égalité homme-femme n'existe pas, c'est pas ce qu'elles revendiquent. Elles vont essayer. Léon Maouic va lutter et travailler en ce sens. Mais dans les années 70, c'est pas le cas. Dans les années 85, 86, 87, ça émerge pour qu'il y ait une égalité de salaire. Mais ce que l'on peut constater, c'est que la part genrée qui est très présente dans le discours très contemporain, là pour le coup, est absent. Ça, c'est un élément qui est important à avoir en tête. Et dans les années 2010, quand les historiens travaillent sur ces questions-là, elles me le disent, ces femmes, quand je leur pose la question, elles ne parlent pas de la question du genre, elles parlent de femmes, bien entendu, mais ce n'est pas un engagement qui milite comme femmes, c'est la petite nuance, elles sont ouvrières, on est là pour... Dans les années 70, quand la CGT se rapproche des gens de Sopromer, par exemple,
Ce que raconte Thérèse Guillochon, c'est que la CGT est très intéressée par ses ouvrières en tant que salariées d'usine, qu'il y a un segment qui n'est pas encore travaillé par les représentants de la CGT et ils vont donc s'y intéresser. Et ils vont s'y intéresser notamment parce que à Concarneau, à Sopromer, c'est la même entreprise, les salaires sont un peu différents et il y a des revalorisations possibles à l'échelle de l'Orient. Donc c'est l'argument qui permet à ces hommes de rencontrer ces femmes, elles sont 100, pour pouvoir revendiquer une augmentation de salaire. Ça, c'est une donnée qui me semble être importante. Il y a autre chose que j'ai pu remarquer dans ces années 70-80, auprès de ces femmes que j'ai rencontrées, et puis même les femmes en activité aujourd'hui, c'est la question du genre ne se pose pas non plus. C'est qu'aucune d'elles n'a parlé des problématiques hommes-femmes. Je trouve que c'est important de le souligner. Pour revenir à ta question, eh bien, c'est difficile d'y répondre. La première, c'est qu'il y a une main-d'œuvre avec une expérience qui est sur place et qui travaille déjà depuis les années 70. Ces années 70, c'est une grande révolution au port de pêche parce qu'arrivent les bateaux industriels, la pêche industrielle qui se met en place avec notamment un grand armement que les Lorientais ont gardé en mémoire, c'est Gégo Kéré, et qui va apporter une dynamique avec d'autres. Et on va avoir une explosion de l'arrivée, une augmentation très très forte. C'est presque 3 par 3 l'augmentation du débarquement dans ces années 75 à Lorient. Si on débarque 3 fois plus, il va bien falloir des mains pour pouvoir trier le poisson. Et on va faire appel à ces femmes qui, elles, sont journalières, travaillent la nuit et peuvent choisir leur rythme d'une certaine manière. Ça, c'est sans doute l'une des raisons. S'il y a un apport de la part des femmes, c'est notamment celui-là. À ce niveau-là, tout à fait. Et justement, dans les années 80, c'est le début d'une période de crise dans la pêche. Entre autres, mais voilà, ça démarre là. Les effectifs des marins-pêcheurs commencent à descendre de manière rapide. Ils sont 17, ensuite, en 80, voilà, ils sont 50 000 en 1970. Ils sont 17 500 en 1990. Donc c'est énorme. Et est-ce que les femmes ouvrières du port de pêche sont affectées par la crise de la pêche et la baisse des effectifs de bateaux? Oui, bien sûr. Alors ça démarre avant en fait. Ça démarre dans les années 70 parce que le port il est en train d'exploser en 75 et puis en même temps, vous vous rappelez de 74, la crise pétrolière avec l'augmentation du prix du gasoil ou du pétrole, avec également un autre problème que j'avais d'ailleurs, pour être tout à fait transparente avec vous, que j'avais oublié, c'est qu'à Lorient, dans ces années 75-76, on n'arrive pas à vendre le poisson. Certains poissons, il y a un volume important d'invendus, mais le volume important d'invendus baisse évidemment le chiffre d'affaires du port et questionne les métiers, les emplois, forcément. Donc les années 70, c'est pas si simple. Et puis, les historiens qui ont travaillé là-dessus, je regardais le travail de Dominique Brigand et Gérard Le Bouedec tout à l'heure, et ils qualifient cette période-là de 75 à 87-88 également de périodes de crise sociale importantes. Ces périodes de crise sociale sont notamment les revendications d'augmentation de salaire chez les femmes, mais aussi les pêcheurs, les dockers, ça touche tous les métiers. Et puis, dans ces années 80, on voit aussi arriver la baisse de la ressource parce que la question se pose quand même. Et puis oui, à ce moment-là, on commence à en parler. L'une d'elles me disait, on voyait bien, alors le geste, il est simple. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Et là, on est à la fin des années 70. Elle parle du lieu noir. Et au milieu des années 80, il n'y en a plus. Et elle me dit, on voyait bien de toute façon. Et là, c'est l'interview des années 2010. Hop. Ouais. Mais c'est comme la question des femmes, en fait, du genre, j'entends. La question de la ressource ne se pose pas comme nous la posons aujourd'hui. Ces années 70-80,
on ne pose pas tout à fait le même regard. Si on remonte un petit peu dans le temps, la question de la ressource, elle est déjà posée dès les années 45-50 par des femmes comme Anita Conti, par exemple. Tout à fait. Et je vais, avant de laisser la parole au public, je voulais poser une dernière question. Enfin, une première chose, c'est que justement, on pourrait dire que les petites filles ou les petites filles de ces ouvrières peuvent être aujourd'hui retrouvées dans la rade et notamment peut-être sûrement au port de pêche, mais elles ne sont pas dans les mêmes métiers que leurs non, et ça c'est c'est plus le travail que j'ai fait qui me l'a révélé à nouveau. Quand j'ai rencontré Thérèse la première fois, elle me dit les femmes de misère, les femmes courage, en parlant des femmes qui nous sont présentées dans le documentaire. Et là, je tilte tout à coup. Je me dis, mais oui, en effet, le monde de la rade contemporain a vraiment changé. Parce que ces femmes de misère, elles n'existent plus. Je vais m'expliquer, parce que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Les filles de ces femmes, c'est également ce que me dit la lasseuse gréeuse. La lasseuse gréeuse, qui a donc, c'est ma génération, elle a une petite soixantaine, elle a une fille qui est en études supérieures. Elle me l'a dit qu'elle avait une fille en études supérieures. Elle est très fière de voir que sa fille est en études supérieures, comme beaucoup des descendantes de ces femmes qu'on a là. Et on peut voir là aussi, dans ces années 90, une grande évolution de l'éducation nationale. C'est qu'on mène aussi les Français et les Françaises au bac. Ce qui fait que sur le pourtour de la rade aujourd'hui, les femmes que j'ai rencontrées sont toutes des femmes super diplômées. Vraiment. Toutes. Donc ça répond en partie. Mais aujourd'hui, qui sont les femmes qui travaillent au port de pêche de Lorient ? Et c'est là où je reviens à ce que je disais. La rade a bien changé. Les femmes ont des postes à responsabilité, de direction, des métiers très divers, très riches. J'ai été surprise, moi, de découvrir un certain nombre de métiers que je ne soupçonnais pas, dont l'une d'elles, me permet de dire ici, j'en parle souvent sur le bateau que je fréquente souvent, c'est Jade Lecréour qui est probablement l'une des seules lamaneuses au monde et qui bosse ici au port. Le lamaneur, c'est quoi ? C'est ces hommes, je vais dire ces hommes parce qu'elle est la seule parmi l'équipe de 13 ou 14 qui amarrent les bateaux du port de commerce ou également à Naval Group, et qui larguent les amarres quand les bateaux repartent. Donc les gros cargos qui entrent en rade. Comment elle fait pour entrer, elle ? Parce que c'est très important d'avoir en tête cette expérience-là, ce témoignage-là en particulier, parce que son père est le patron des lamaneurs. Et de cette manière, elle peut entrer. Mais cette femme est diplômée, elle a une licence. Elle a une licence en mode. Et ouais, et il y a des bifurcations, et j'en ai plusieurs, dont quelqu'un dans cette salle, bifurcation, et des femmes qui vont devenir capitaines, qui vont être lamaneuses, etc., que j'ai trouvé tout à fait admirable. Et puis, il y a celles qu'on ne voit pas, mais qu'on voit encore moins que les invisibles, là. Alors là, peut-être que M. Le San pourra en témoigner, parce que là, pour le coup, j'ai des chiffres qui me surprennent beaucoup, mais je vais vous raconter mon expérience en ce domaine. J'ai essayé de rencontrer... On parle beaucoup de migration dans ce que je raconte depuis le début. C'est des migrations de l'intérieur de la Bretagne vers la côte pour travailler dans les conserveries de poissons, pour travailler au port de pêche. Ça, c'est un siècle d'histoire de la Bretagne. Puis il y a des migrations nouvelles depuis un certain nombre de décennies maintenant quand même. Ce n'est pas nouveau, mais on ne les voit pas. C'est des Sénégalaises, des Gabonaises, des Africaines du Nord qui, elles, travaillent au port aujourd'hui et qui, elles, alors là, pour le coup, on ne voit nulle part. J'ai un chiffre qui m'a beaucoup étonnée, que j'ai découvert dans un documentaire qui a été... tourné en 2019 ou 2020 à partir d'un des bateaux du port de pêche de Lorient, un côtier, qui annonce 500 emplois de Sénégalais, Sénégalaises, Gabonaises, etc. J'ai essayé de rencontrer deux de ces femmes. J'ai eu un contact avec une
française de souche, je vais le dire comme ça, du coin, qui achète et vend du poisson pour un marailleur du port. J'ai échangé avec elle à plusieurs reprises. Elle devait participer à mon corpus, donc à mes portraits. Son profil m'intéressait beaucoup. Puis j'en ai profité pour lui demander si je ne pouvais pas rencontrer aussi une Sénégalaise et une Gabonaise pour me raconter leur expérience de fileteuse. Elle était très enthousiaste et puis depuis un an, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc je l'ai relancée une fois, 2 fois, et puis je n'ai plus aucun retour que je peux expliquer de 2 manières, qui n'est pas dit là non plus dans le documentaire. Ces femmes n'ont pas raconté, notamment chez les marailleurs, qu'elles n'avaient pas toujours de contrat de travail et qu'elles étaient payées de main à la main. Et qu'à la retraite, c'est bien problématique. Quand on a des problèmes de santé, c'est aussi problématique. Enfin, vous voyez un certain nombre de données comme cela. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, même si tout ça est totalement invisible, c'est très impressionnant, je trouve, à Lorient aujourd'hui. Et même quand on travaille sur l'eau, ça ne se voit pas. Eh bien, beaucoup d'entre elles, en fait, sont migrantes, sans papier. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu les rencontrer. Et Sylvie Leformal, qui fabrique les filets, me disait la même chose. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a, pour elle en tout cas, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a un savoir-faire qu'elle ne peut plus transmettre. C'est fini, terminé, puisque le savoir transmettre lui demanderait au moins 10 ans. Et il n'y a plus personne pour la remplacer. Donc, ce sont des professions qui vont disparaître. Ils ont tenté de faire travailler notamment des Sénégalais, mais ça n'a pas duré, puisque pour les mêmes raisons, ces gens-là n'ayant pas de papier n'ont pas pu travailler au port alors qu'il y a des besoins. Merci pour cette présentation. Je pense qu'elle a bien éclairé le film, et puis voilà, ça donne envie encore d'aller plus loin. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Moi, je suis pas lorientaise, pas du tout de ce milieu-là non plus. Et donc, je me demande pourquoi c'est une profession réservée aux femmes, pourquoi il n'y a pas d'hommes. Est-ce que c'est que réservé aux femmes ou est-ce que c'est parce que les hommes ne veulent pas travailler ? Non, c'est pas pour ça. C'est une histoire de charge. Les dockers vont travailler à la manutention, c'est leur travail. Les dockers hommes, à la manutention, ils déplacent les charges. Ils sont dans les cales, on les voit à un moment donné en fond de cale pour remplir les seaux et remonter aux femmes. La difficulté qu'ont rencontré ces femmes, c'est que la reconnaissance de ces charges et de ce poids qui était réservé aux hommes n'est pas considérée dans la profession de ces femmes. C'est que si les hommes en déplacent 50 tonnes, elles aussi. Ou 50 kilos, pardon. 50 tonnes, ça fait beaucoup. 50 kilos, pardon. Il y avait des caisses de 50 kilos, excusez-moi. Mais on ne reconnaîtra pas ça chez les femmes parce qu'elles travaillent à la pièce, au tri. Certains hommes font ce travail-là aussi, de tri. Chez les marailleurs, c'est pareil, c'est les hommes qui vont déplacer les caisses. Les hommes déplacent les charges transportent aussi. Les caristes sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Voilà, c'est un équilibre qui a été trouvé. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus équilibré et qu'on doit avoir, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, peut-être que Alain Le Sane pourrait y répondre, mais ça doit être assez équilibré dans ces métiers, chez les marailleurs en particulier, entre hommes et femmes. Mais c'est d'abord ça. Je vais vous donner une petite anecdote qui me vient, parce que je la trouve elle est importante. L'une d'elles m'expliquait, on a entendu Madame Moller tout à l'heure. Moller, je ne sais pas si c'est une dame que j'ai rencontrée donc, il y a 2 ans, trieuse, qui me disait qu'elle a rencontré le médecin du travail. Elle rencontre le médecin du travail à la fin des années 80 parce qu'à force de se tourner, elles font ça en permanence. Plat. Elles se déplacent, elles sont en rotation, tout le temps, torsion, rotation. Donc, ce n'est pas pareil que le travail des fileteuses. Et elle a des problèmes de dos, d'articulation, d'épaules, des tendinites aux épaules. Bon. Elle rencontre le médecin du travail, qui est une femme.
la médecine, parce que j'ai appris qu'on pouvait dire médecine, c'est un nom historique, hein, voilà, donc la médecine du travail. Et cette femme, Madame Moller, raconte que jusqu'alors, les médecins du travail, là, cette femme va commencer à s'intéresser grandement aux postures, aux possibilités d'évolution, etc. Et elle va engager elle va faire des tests, en fait, ce médecin du travail, avec les trieuses du poisson pour améliorer les conditions. Bon, sauf qu'elle elle était quand même, cette femme, face à des femmes d'expérience qui savaient très bien que l'organisation existante ne pouvait être remplacée par aucune autre. Donc il n'y a pas eu de solution de trouver. Mais c'était la première fois qu'on écoutait quand même. Mais c'est la première fois qu'on l'écoutait. Et son inquiétude, parce qu'elle a été mise en arrêt, son inquiétude, c'était qu'on la remette en arrêt. Parce qu'elle allait faire comment derrière ? Elle me raconte, c'est Thérèse qui me raconte ça, femme de misère, l'une d'elles ne mangeait pas le midi pour pouvoir nourrir ses enfants le soir. Oui, et ça, elle le décrivent aussi. On sent que les conditions de vie sont compliquées. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou Alain Leussane, si vous voulez ajouter quelque chose, parce que vous avez été sollicité plusieurs fois. Peut-être sur les quelques chiffres ou peut-être ce qu'a... Sur les chiffres, merci pour votre témoignage et puis vos recherches. C'est vrai que c'est important de parler de tout ça. Première chose, c'est que parmi les personnes qui sont présentées dans le film, là, j'en ai connu plusieurs, dont Annette Le Sauce, qui était avec Thérèse, un des leaders de ces femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le film est fait par le CEASM. Le CEASM, c'est un organisme qui est lié. C'était issu de l'association du Père Lebray. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au port de pêche, il y avait à l'époque des groupes qui travaillaient, qui réfléchissaient. Il n'y avait pas que les syndicats. Et vous avez cité cette religieuse au travail. Il y avait aussi les prêtres ouvriers à Sopromer. Il y avait des mouvements qui s'appelait la jeunesse maritime chrétienne. Il y avait le CCO, le Centre de culture ouvrière, qui organisait des sessions où se retrouvaient des pêcheurs, où se retrouvaient ces femmes. Et donc, il y avait tout un climat qui faisait qu'il y avait des lieux de réflexion et qui étaient soutenus par le CEASM, justement, aussi. Donc c'était un monde où il y avait, je dirais, une vie sociale, une réflexion, etc. Ce qui est terrible avec cette histoire des femmes qui n'avaient pas de convention collective, c'est que quand elles ont obtenu finalement la convention collective, etc., elles ont fini par obtenir, et elles soulignaient que elles avaient reçu l'appui des hommes des dockers. Et c'était un des points forts de leur mouvement. Et bien, quand elles ont obtenu un certain nombre de choses, le métier a disparu. Parce qu'on a arrêté de débarquer le poisson industriel à Lorient. Et aujourd'hui, on est face à un véritable effondrement. Ce matin, je participais à une réunion au port de pêche avec des étudiants et il y avait des femmes qui, elles, travaillaient au Crédit Maritime. Elles m'ont dit, on quitte souvent le travail en pleurant. C'est pas la charge de travail,
c'est le désespoir de voir ce monde s'effondrer et disparaître. Elle dit, on ne construira plus aucun bateau neuf. Qu'est-ce qui restera? Il restera Cité Marine. Cité Marine, 1000 personnes qui travaillent, du poisson qui est pêché en Alaska, est pêché en Écosse, est pêché en Norvège, en Islande, envoyé en Chine, où la Chine importe des travailleuses esclaves de Corée du Nord, qu'on oblige quelquefois à se prostituer. Il y a eu une belle enquête là-dessus, toute récente. Et ce poisson arrive à Cité Marine. Voilà, et on a du poisson pas cher. Hein. Et il y avait un pêcheur qui était là ce matin et qui disait, on peut essayer de demander à Cité Marine de prendre du merlu que nous, on débarque en pagaille. Hein. Il y en a. Il dit, on n'arrive même pas à pêcher tout ce qu'on nous donne comme quota, tellement il y en a. Bon. Donc, mais ils ne veulent pas le prendre. Ils ne veulent pas le prendre. Donc, il faut trouver des solutions pour... Et vous voyez, on est aujourd'hui face à la... à la réalité d'un désespoir de tout ce monde. Et le choc de l'interdiction de la pêche pendant 1 mois sur les dauphins, qui va être prolongé pendant plusieurs années, qui va peut-être être prolongé aussi sur plusieurs mois, parce qu'on parle de 4 mois d'arrêt, c'est la fin. C'est la fin. Donc, je crois que de témoigner sur ce qu'a été cette richesse du port de l'Orient, de la richesse des savoirs, la richesse des savoirs, des savoir-faire de ces femmes, des richesses des savoirs des pêcheurs qui sont incroyables. Hein. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est face à la mort de tout un écosystème. Voilà, c'est désespérant. Mais une chose, quelqu'un comme Adèle Le Sauce, malheureusement, elle a perdu aujourd'hui un peu ses esprits, donc c'est dommage qu'elle ne puisse pas, quand on voit la vivacité de son intelligence, c'était quelque chose de remarquable. Et elle a participé dans les années 90 à une recherche qui avait été faite par le groupe auquel on appartenait, qui était la première recherche menée sur la question de genre dans la pêche. Voilà. Et c'était un travail qui a été fait dans les années 90. Elle avait participé à cette enquête-là. Elle a participé aussi à un séjour de 15 jours d'une rencontre internationale sur ce thème-là aux Philippines. Donc c'est des gens qui ont participé à l'émergence de ces réflexions sur la place des femmes dans la pêche. Je signale d'ailleurs que, vous devez le connaître, le livre de Emmanuel Bertin sur il y a des très beaux témoignages de la diversité des personnes dans ce port-là. C'est vraiment... Donc voilà, c'est très émouvant de revoir ce film parce que on revoit des gens qu'on a connus. On voit aussi un monde qui a disparu et qui va peut-être continuer à disparaître. Si c'est fini. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait un peu à tous les deux finalement, je trouve aussi une espèce de boucle et à travers de montrer aussi qu'à travers le film sur ces femmes, finalement
on va bien au-delà et qu'on arrive aujourd'hui à parler de la situation de la pêche et que tout ça est un tout. Soisy, je te laisse 1 minute si tu voulais répondre et puis après je reprends la parole. Je voulais accompagner, je rebondissais sur ce que vous disiez, Monsieur Le San. C'est ce qui m'a étonné aussi parmi ces femmes que j'ai rencontrées. J'en ai rencontré quelques-unes du monde de la pêche. Actuelles, épouses de marins-pêcheurs qui ont des enfants qui ont l'âge d'embarquer. Aucun des enfants n'embarque. Et chez l'une d'elles, les enfants n'ont même pas mis un pied à bord des bateaux. Et ça veut dire qu'il y a aussi un problème de visibilité, de transmission, de soutien d'un métier qui s'efface. La Maison de la Mer a longtemps largement travaillé à la promotion, au soutien. Ça a été le CCSTI, vraiment. Mais si, je vois Dominique qui est là et a joué un rôle pour moi fondamental dans la promotion de ces métiers qui aujourd'hui ne sont plus promus du tout. Et je voudrais finir sur ces femmes, Annette, Thérèse et puis Léone. Peut-être que vous avez vu dans la presse, vous avez Léone qui a trié du poisson. Elle a été la première présidente du tribunal des prud'hommes en France en 2010. Et là, c'est une reconnaissance, je trouve, admirable. C'est bien de finir là-dessus. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup, Soisy Clénanf, et puis voilà, vraiment d'être venu ce soir.